Bonjour à tous, bienvenue ici pour ce rendez-vous de rentrée. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui ne se voient qu'à cette occasion et qui viennent pour cette rencontre. Il y a aussi pas mal de Grabellois qui se donnent rendez-vous aujourd'hui. Je remercie d'abord vivement Christian Assaf, qui est le député de la circonscription et qui a dit, lorsqu'il a mené sa campagne, qu'il reviendrait à Grabel dès qu'il serait invité, et ça fait la deuxième fois en une semaine qu'il honore son engagement, et donc je tiens à le saluer. Naturellement, sur le plan politique, nous sommes tous les deux de gauche, et c'est normal que nous travaillons ensemble, même si nous avons des orientations qui ne sont pas identiques. Mais nous pratiquons le débat entre nous, et donc voilà, libre. Et j'ai l'honneur aussi d'accueillir ici Éric Coquerel, qui est l'invité de la journée et qui animera le débat cet après-midi autour du thème République et Europe. Un débat qui sera largement ouvert, auquel vous pourrez participer le plus librement. Voilà. Quelques mots avant de passer la parole à mes invités. Peut-être rappeler quand même d'où vient cette fête de la République. D'abord, je voudrais rendre hommage à celle qui l'a initiée, qui est ici avec nous. C'est Nicole Bellard, qui est ici et qui a initié ça avec nous tous en 2000. Voilà. Eh bien, Nicole et les amis qui sont là, en 2000, nous avions, à l'époque, nous étions, enfin moi, ce qui me concernait, j'étais membre de la section socialiste de Grabel à l'époque, avec Nicole, et puis depuis, notre chemin s'est divergé. Je suis aujourd'hui au parti de gauche, et Nicole aussi, mais il y a aussi des représentants de la section socialiste qui sont ici nombreux, sa responsable, que je salue ici aussi, et qui montrent que nous avons initié cette initiative en 2000. Notre idée était relativement simple. Elle consistait à dire que il y a la fête nationale le 14 juillet, naturellement, c'est la fête républicaine par excellence en France, et nous l'honorons à chaque fois, et c'est important. Mais chacun sait que la fête du 14 juillet fait référence au 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération, et par quelque part le rassemblement de la France autour de son monarque à l'époque, en 1790. Et la République ne date pas du 14 juillet 1790, ni du 14 juillet 1789. La République date exactement du 22 septembre 1792. Et à l'époque, nous nous étions dit, on pourrait essayer d'établir un rendez-vous qui permette d'honorer la mémoire de la naissance de la République en France. Nous avions raté les 200 ans en 1992. Et aujourd'hui, nous ne ratons pas les 220 ans de la République. Il y a d'abord un certain nombre de manifestations qui ont lieu à l'échelle nationale, à Paris, dans différentes villes. Eh bien, pour nous, nous restons modestes, nous faisons notre petit rendez-vous à cette occasion. Et l'idée est relativement simple pour nous, c'est que la République, c'est pas simplement le contraire de la monarchie. La République, c'est même pas seulement, un système politique, des institutions politiques. Parce que la République a pu connaître d'ailleurs des institutions politiques différentes. La République, c'est plus que ça. C'est un projet en tension qui fait que d'une certaine manière, si vous relisez attentivement, et c'est un travail que je faisais chaque année quand j'étais enseignant avec mes étudiants, vous relisez attentivement les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous arrivez très vite à la conclusion qu'aujourd'hui, en France, dans la République française, il y a de nombreux de ces articles qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas mis en œuvre, et qui peuvent, au nom de ces articles, nous pouvons aujourd'hui nous mobiliser pour des lois nouvelles. Au nom de ces articles, nous pouvons aujourd'hui nous mobiliser pour toute une série de causes. Et c'est relativement important. Car quand on réfléchissait à l'époque, d'ailleurs même en 1792, la République s'est initiée, mais c'est juste après la mise en place de la Convention qui venait d'être élue. Elle a pris, elle s'est rassemblée le 20 septembre, et puis le 21 septembre, elle a aboli la monarchie, et le 22 septembre, dans une déclaration célèbre, on a déclaré dorénavant, dorénavant, nous sommes en République. Et c'était la première République. Or, dans les assemblées qui précédaient, les élus, et parmi eux des révolutionnaires célèbres, n'étaient pas républicains. Ils n'avaient pas le projet de faire la République. Ils n'avaient pas vu ce qui allait venir. Et d'ailleurs même, un de leurs inspirateurs, Jean-Jacques Rousseau, qui affirmait sa foi dans la République, dit « La République est un régime fait pour les dieux, les hommes n'en seront pas capables ». Donc, il prouvait bien que la République est une tension. Et d'ailleurs, à l'époque, comment définissait-il la République, les uns et les autres? Ils reprenaient la définition que donnait Montesquieu.
Montesquieu disait, ce qui caractérise la République, c'est un principe qui l'anime, c'est un principe qui anime tous ses membres. C'est la vertu. Alors ne croyez pas que cette vertu a le même sens qu'aujourd'hui. La vertu, dans la bouche de Montesquieu, n'avait rien d'une cause morale. La vertu, quand il la définissait, il disait, c'est le fait que l'ensemble des membres de la communauté politique sont animés par la passion de la chose publique. Par la passion de la chose publique. Et quand on a demandé à Condorcet, à la même époque, qui lui, dès 1789, était partisan de la République, quand on demandait à Condorcet de définir ce qu'était aussi la République, il disait « La République, c'est la passion de l'égalité dans la liberté. » C'est la passion de l'égalité dans la liberté. Eh bien, quand vous réfléchissez à nos projets les uns et les autres aujourd'hui, à notre échelon, que ce soit l'échelon local d'une commune, que ce soit à l'échelle de l'Assemblée nationale, que ce soit à l'échelle européenne, que ce soit à l'échelle mondiale, mais ce que nous recherchons tous, c'est bien la passion de l'égalité dans la liberté. C'est bien ça que nous cherchons. Donc vous voyez que la République est un projet fondateur qui peut nous animer quotidiennement. L'année dernière, nous avons accueilli ici Clémentine Autain et nous avons discuté et pu mener un vrai débat et nous avons mis à l'honneur la question des femmes au cœur de la République. Eh bien, c'est par une bataille, parce qu'à quelques jours près, le premier vote féminin dans le monde, si mes souvenirs sont bons, c'est la Nouvelle-Zélande, mois de septembre 1892. Voilà. Donc là aussi, il y a un anniversaire. Donc, y compris pour que les femmes acquièrent la citoyenneté et occupent entièrement leur place, c'est toujours un combat actuel. D'accord ? Eh bien, où il y a quelques années, à la Fête de la République, nous avions fait venir notre ami Henri Pénard-Ruiz et nous avions débattu de la question de la laïcité. Et comment la laïcité est un combat qui devait nous animer. Et on voit là tous les jours, on a de multiples raisons de mener ce combat ainsi. D'une manière générale, d'ailleurs, la République, il faut revenir même à l'étymologie du mot. La chose publique, la chose commune. Or, aujourd'hui, nous sommes face à un monde qui, justement, fait disparaître la chose commune, privatise tout, privatise jusqu'au corps des individus, puisqu'aujourd'hui, on cherche à négocier le corps des individus à travers le monde. Et on le voit, l'autre jour, je discutais avec un responsable du sang et qui se posait la question, est-ce que pour avoir suffisamment de sang, quand on fait la collecte du sang, il ne faudrait pas payer les personnes? Et je lui ai ressorti l'initiative qui a été prise aux États-Unis dans un État qui pratiquait justement la collecte gratuite du sang, un des États des États-Unis d'Amérique, et qui a décidé un jour de passer à la marchandisation du sang et de payer ceux qui viennent avec le sang, comme ça se fait dans d'autres États. Et à sa surprise générale, le nombre de personnes qui sont venues pour donner leur sang a diminué à partir du moment où on le payait. C'est l'inverse. Ça signifie que la population, elle veut résister à cette marchandisation générale. Et donc, l'esprit républicain consiste à faire que les choses communes puissent devenir finalement gérées par tous de manière démocratique. Aujourd'hui, nous avons un débat, et ce débat se continue sur le plan local. Et là, c'est un débat sur lequel je suis amené à m'exprimer en tant que maire de la commune, sur cette gestion de l'eau. Nous sommes favorables, nous, à une gestion publique de l'eau, dans la mesure où on considère que l'eau est un élément fondamental de la vie, et qu'à partir du moment où c'est un élément fondamental de la vie, ça doit être conçu comme un bien commun pour tous. Et étant un bien commun pour tous, il ne peut être géré qu'en commun. Voilà cette idée. Cette idée, elle est simple. Et d'ailleurs, lorsque vous menez cette discussion, souvent les gens vous disent oui, mais tu développes ce point de vue parce que tu es de telle sensibilité politique. Mais c'est complètement faux. Dans l'Italie de Berlusconi, lorsqu'il y a eu le référendum pour savoir si l'eau devait être privée ou publique, eh bien c'est 94% des gens qui ont répondu pour la gestion publique de l'eau. Donc ça transcende les appartenances politiques. Et ça nous permet, nous, du point de vue républicain, quels que soient nos choix politiques, de nous référer à des valeurs communes. Ça sert de base à notre discussion commune. Ça sert de cadre à notre discussion commune. Et ça nous permet d'aborder le débat politique, non pas comme un lieu de haine, comme un lieu, finalement, où on cherche à tuer l'autre d'une manière ou d'une autre, mais le débat politique comme un vrai lieu où, justement, nous avons l'éducation de cette vertu dont parlait Montesquieu pour que nous puissions ensemble décider de choses communes pour le bien commun. Voilà notre conception de la République. Voilà pourquoi Nicole et nous, tous ses amis, nous avons établi cette fête il y a plus de 12 ans. Je vois que vous y êtes fidèles et je vous en remercie. Je vous remercie beaucoup de votre présence et ensuite nous aurons l'occasion de débattre dans la soirée. Bon, je vais donner la parole à Éric Coquerel, quelques mots pour le présenter rapidement. Donc, Éric, disons, ne vient pas de la même mouvance politique à l'origine que moi et que toi, puisqu'il n'était pas au Parti Socialiste,
et qu'il était engagé auprès du mouvement républicain citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Il a mené un combat dans toute la décennie 2000, à partir de là, bon, voilà, pour reconstruire une véritable gauche authentique, et c'est ce qui l'a amené dans son chemin à venir jusqu'au parti de gauche où nous travaillons ensemble. Il est devenu un ami et j'apprécie beaucoup sa rigueur intellectuelle, son combat, et il fut l'un des artisans d'une chose qui n'est pas simple, c'est-à-dire la réalisation du front de gauche, et notamment cette mise en commun de sensibilités fort différentes, qui avaient des histoires très différentes. Il est arrivé avec beaucoup de patience à faire ça, et donc c'est pour ça qu'il est notre invité, et il aura l'occasion de développer tout à l'heure toutes ses positions, et je lui donne la parole pour ce petit apéritif. Voilà. Ben merci, bonjour à tous. Moi, il y a 3 raisons pour lesquelles je suis vraiment très content de venir ici. La première, c'est que ça me donne l'occasion de venir pour la première fois à Grabel. Et pour les... je sais qu'ici, qu'il y a des représentants de différents courants, mais pour les gens du PG, Grabel, c'est un peu côté mec, un peu pour nous, quoi, si je peux me permettre. Bon. Donc je passais en général à côté sur l'autoroute, je voyais marqué Grabel, et je me disais, tiens, il faudrait que j'y aille un jour. Donc je suis déjà très content d'être ici parmi vous. La deuxième raison, c'est que René fait partie... de ces personnes pour lesquelles j'étais vraiment très très heureux de cofonder le PG. Voilà, j'avais très envie de me retrouver avec des camarades comme René, avant le PG même, puisqu'on a eu l'occasion d'être ensemble sur pas mal de tribunes depuis 2005 notamment. Et surtout qu'il m'a demandé est-ce que tu veux être l'invité d'honneur de cette fête, je dois dire que c'est à moi qu'il a fait un honneur en me le proposant. Donc voilà, j'ai une amitié, une fraternité pour René qui ne se démentira jamais. Donc c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et puis la troisième chose, c'est que finalement, il y a très peu d'endroits où on fête cette première République. Hier, j'étais au Panthéon, une journée trop tôt, parce que, comme tu l'as dit, hier, on fêtait la destitution du roi. Pas encore le 220e anniversaire de la République, mais j'étais avec Jean-Luc et avec Pierre-Laurent au Panthéon. On était sous la pluie, mais c'était bien, de beaux discours. Et aujourd'hui, je suis là, je suis content d'être là. Tu m'as dit qu'il y avait une dizaine d'endroits qui fêtaient ça en France. Hein. Donc il y a trop peu d'endroits. Parce que la première République, moi je trouve qu'elle est d'une modernité et d'une actualité extraordinaire. Elle est née d'une insurrection populaire, celle du 1792, qui rappelle, parce que ça a été après un des préambules de la Constitution de 1793, que le peuple a non seulement le droit, mais le devoir de l'insurrection quand il subit une injustice. Et à ce niveau-là, je ferai assez le parallèle, pour ma part, avec le refus du traité européen. On en discutera tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'elle est née sur la question de la souveraineté populaire, avec le suffrage universel, certes masculin, il y avait des progrès à faire, mais le suffrage universel, et avec une autre notion quand même, c'est que pour la première fois, les citoyens passifs étaient appelés à aller sous les armes, et c'est ce qui explique la victoire de Valmy. Elle est née aussi avec une définition de la citoyenneté que je trouve, moi, particulièrement moderne, Christian. Parce que cette définition expliquait que était citoyen français toute personne, en réalité, qui adhérait au projet de la République. C'était une définition politique de la citoyenneté. Et nous voyons bien que face à des gens comme Le Pen et co., cette question de savoir qu'est-ce qui définit la nationalité et la citoyenneté est une question toujours d'actualité. Est-ce que c'est le sang, est-ce que c'est l'héritage, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'adhésion justement à un projet commun et un destin commun? Et puis dernière chose, et non des moindres, elle est née sur la question aussi du partage des richesses, réquisition, taxation des denrées premières, le fait que c'était en août, le 25 août si je me souviens bien, le fait qu'on réquisitionne les biens des exilés et qu'on les lotit en toute petite part de façon à ce que tout le monde puisse s'en saisir. Donc on voit que sur la question souveraineté populaire, la question du partage des richesses, troisième question, laïcité aussi, puisque pour la première fois, à partir du moment où les prêtres réfractaires sont expédiés hors de France, eh bien, les états civils sont donnés non plus justement à l'Église, mais à une administration publique. Donc sur ces questions, je la trouve profondément moderne et qui nous interroge, et c'est, je crois, ce dont nous parlerons tout à l'heure. Donc voilà, pour ces 3 choses, Grabel, pas dans l'ordre de priorité, hein, Grabel, René et tous ses camarades, et le fait de se retrouver ensemble pour fêter la Première République, je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Merci. Je vois que vous avez soif, quelques mots, parce que c'est important. D'abord pour préciser que notre ami a sorti un ouvrage qui raconte la décennie militante qu'il vient de vivre, qui s'appelle Au cœur du front de gauche, donc il pourra vous le dédicacer pendant le repas.
Il est en vente ici. Et voilà, donc il faut, voilà, chaque année il y a un bouquin, voilà, donc, qui est important. Donc là, je dis à cette occasion, on peut le faire. Puis maintenant, je voudrais avoir un petit moment avec vous tous de recueillement, tout à fait simple. Il y a une camarade qui nous a quittés cette année, qui est décédée cette année, et qui était une camarade du front de gauche, du parti de gauche, de la gauche grabelloise, qui avait son franc-parler, qui avait sa façon d'être extraordinaire, et qui nous a, disons, beaucoup secoué. Hein, beaucoup secoué. C'est-à-dire que lorsque nous faisions des réunions où ceux qui prenaient le dessus, c'était les intellectuels, dont je suis avec des grands discours, et puis que les choses n'étaient pas claires, eh ben, elle avait l'art de taper sur la table et de dire « le peuple ne pense pas comme ça, il ne parle pas comme ça, il faut parler autrement ». Et elle nous a aidés à trouver le chemin de ce qu'il fallait dire. Donc là, il s'agit de Marie-Jo Suarez, hein, qui est décédée cette année, qui était là l'année dernière pour organiser. Il y a Jean qui est ici, il y a ses enfants, je tenais à les saluer. Et nous allons, disons, moi je voudrais rendre hommage à Marie-Jo, ceux qui la connaissent pas, la connaissent au moins physiquement, vous voyez, c'est Marie-Jo. Voilà, et on va afficher cette photo. Et donc, je vais vous demander d'observer avec moi et avec nous tous une minute de silence, de vous lever, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence pour Marie-Jo Suarez. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie et salut à Jean et tous. Je vous invite à prendre l'apéritif. Samedi, avec les gens du Front de Gauche, il y a la projection d'un film, on va présenter des documents, etc. Samedi prochain, on va manifester. Il y a des débats contradictoires qui sont organisés. Le député socialiste là, a accepté de faire un débat à Saint-Georges-d'Orc avec les gens qui sont contre. Le débat sont organisés à Montpellier, à l'université. On est en train de préparer un débat où je serai opposé à Max Levita qui lui défend le traité. Donc la discussion va aller sur le fond. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce que la fête de la République peut apporter de plus dans ce débat? Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'au fond, quand on se réfère à nos valeurs fondatrices qui sont celles de la République, comment on peut aborder la question de l'Europe, de la construction européenne? Que signifie la place de la nation dans cette affaire? Est-ce que défendre l'idée de nation, c'est nécessairement être nationaliste? Est-ce que défendre l'idée de nation a un lien finalement avec les fondements même de notre République, avec nos principes? Voilà, il ne faut pas éviter ces questions. C'est des questions que souvent dans la gauche de gauche, on évite soigneusement, on met sous la table parce qu'on a peur de... On a peur de je ne sais quoi d'ailleurs, mais parce qu'on n'a pas les idées claires. Donc je pense que Éric est quelqu'un sur cette question qui a une solide culture politique sur ces questions-là, et je pensais qu'il peut nous éclairer. Donc on prend le problème par ce bout-là, si vous voulez. On ne le prend pas par le bout par lequel on le prend dans la semaine qui vient ou qui est passée, qui est l'analyse seulement détaillée du traité, en quoi ce traité est économiquement stupide, en quoi il est socialement injuste, en quoi il est démocratiquement inique. Voilà, on peut développer chacun de ces points pendant une demi-heure chacun, il y a de quoi dire. Là, on a décidé de le prendre par le bout de la République, pour voir si nos principes fondateurs ne sont pas en cause dans cette affaire. Et je pense que ça donne une dimension au débat qui était la responsabilité pour nous de l'aborder. Alors, je vais donner la parole à Éric pour qu'il introduise notre discussion. Après, il y aura un micro-baladeur qui permet à tout le monde d'intervenir comme il est de coutume. Il y a juste une petite contrainte. À 5h moins quart, on se lève et on s'en va, parce qu'il a un train. Et donc, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de rentrer. Et donc, on doit l'amener au train. Donc voilà, donc, à ce moment-là, vous pouvez continuer à discuter, hein, si vous n'avez pas fini de discuter, jusqu'à ce qu'on puisse aller au spectacle à 18h. Voilà. Donc voilà le cadre de la discussion. Je remercie tous ceux qui viennent, enfin les quelques-uns qui viennent nous rejoindre, qui n'étaient pas au repas et qui viennent au débat.
C'est ça la fête de République, du matin au soir, chacun participe à des activités différentes. Bienvenue à vous, installez-vous. À toi Eric. Merci René. Bien. Moi je dirais, enfin je voulais introduire en réalité par la petite intervention que j'ai faite tout à l'heure au moment de l'apéritif, c'est-à-dire pour rappeler qu'est-ce qui était au cœur de la Première République, puisque c'est ce qu'on fête aujourd'hui. Donc je vais juste le survoler, puisque je crois que la plupart des personnes qui sont ici étaient là tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le rappeler parce que c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour montrer en quoi, quand on parle de la question de la Première République et de la République en général d'ailleurs, ou même de la gauche, finalement on interroge non seulement le traité actuel, mais finalement aussi la construction de l'Union européenne telle qu'elle est conçue quasiment depuis son origine, en tout cas accentuée, on va dire, depuis les traités récents, et notamment le traité de Maastricht. Ça a été dit tout à l'heure, la République, la Première République, elle naît de deux choses. Elle naît d'abord de la souveraineté populaire. Alors, c'est pas la Première République qui crée la souveraineté populaire, qu'on s'entende là-dessus. Vous savez comment des États généraux, au moment où on vote sur de savoir si le roi doit encore exercer un droit de veto ou pas, à gauche de l'Assemblée se positionnent ceux qui estiment que ce n'est plus le roi qui doit avoir ce droit de veto, et à droite ceux qui sont pour ce droit de veto. Et ce jour-là, tout simplement, s'invente la gauche et la droite. C'est ce jour-là où ça s'invente, spatialement. Donc on voit que l'origine de la gauche, pas seulement de la République, c'est ceux qui pensent que la souveraineté, c'est le peuple, et non pas le roi. Bien. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, après l'insurrection du 10 août 1792, la question de la souveraineté populaire est au centre de la question de la Première République. C'est le suffrage universel, qui pour la première fois est institué. Avant, il y avait le suffrage censitaire. C'est la question que désormais l'armée nationale, et non pas non plus l'armée d'un roi ou autre, est ouverte à tous les citoyens, y compris ce qu'on appelait les citoyens passifs. Les citoyens passifs, c'était ceux qu'on estime qui ne gagnaient pas suffisamment pour avoir, entre guillemets, l'honneur de défendre la patrie, qui sont pour la première fois incorporés en dizaines de milliers. Et ces dizaines de milliers, ils se retrouvent à Valmy. Bon, à Valmy, on ne sait pas trop si c'est la légende ou l'histoire, hein, parce que Michelet a écrit, Jaurès, etc. Ils sont repris les uns les autres. Enfin, il y a un beau film de L'homme qui tue Liberty Valance qui se termine avec une phrase de John Wayne qui dit si tu ne connais pas l'histoire, écris la légende. Enfin, si la légende est plus belle que l'histoire, écris la légende. Donc on va garder la légende. Enfin, en tout cas, on va surtout pas écouter les révisionnistes qui ont tendance à faire en sorte de minoriser Valmy. Valmy, c'est quand même la victoire à un moment donné pour la première fois de l'histoire, et Goethe l'a dit, de 30 000 personnes qui crient vive la nation et qui sont face à une armée de mercenaires qui se disent que finalement se faire trouer la peau pour de l'argent, finalement c'est moins intéressant et c'est surtout moins efficace que des gens qui défendent leur patrie et qui sont de la République. Donc la nation, elle naît à ce moment-là. C'est marrant quand je parle de nation, ça fait. Ouais, donc elle naît avec la souveraineté populaire. Je crois que c'est important parce que effectivement, comme le dit René, la gauche, depuis quelques décennies, ça n'a vraiment pas été toujours le cas, mais a eu tendance finalement à délaisser cette question de d'où vient la nation et qu'est-ce qu'elle est. La nation, au moment de la Révolution française, c'est le peuple en réalité. Voilà. À partir de Sieyès, à partir de toutes les définitions, c'est le peuple, et à partir de là, évidemment, on interpelle aussi la question de la citoyenneté. La Première République, c'est celle qui donne naissance à la Constitution de 1793, qui estime qu'être citoyen français, c'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au bonheur de ce pays, soit en aidant un vieillard, soit en travaillant, et puis plus fondamentalement en étant en accord avec la République. Donc, il y a une première chose, la souveraineté populaire, qui à l'époque n'est pas dissociable de la question de la nation, parce qu'on est sur une vision de la nation qui est une vision universaliste de la nation, et qui est une vision, je dirais, en réalité républicaine. Il n'y a pas de dissociation pour les révolutionnaires entre la République qui vient de naître et la nation. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui évidemment est le terreau sur lequel se crée cette révolution française liée avec tout le mouvement des Lumières, c'est la question du partage des richesses, qui est déjà évidemment totalement prégnant, et qui met, contrairement à ce qu'on pouvait penser, pas seulement chez les enragés, également chez Robespierre, qui met également la question de la propriété, je dirais, interrogée par le droit de subsistance de chacun. La Première République, c'est la taxation de tout ce qui est estimé nécessaire pour vivre. C'est le droit de réquisition sur les grains.
c'est le fait qu'on partage, je l'ai dit tout à l'heure, les biens des exilés, qu'on les partage en suffisamment de petits lots pour pouvoir être répartis équitablement. Donc il y a une dimension de partage des richesses évidemment importante. Ces deux notions-là, on voit bien qu'on les retrouve de plein pied dans la remise en question que provoque aujourd'hui l'Union européenne telle qu'elle se crée, et en tout cas le TSCG. Expliquons pourquoi. Le TSCG, il y a deux choses. D'abord, pourquoi ce traité, et puis pourquoi les traités précédents? Qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est pas simplement, en tout cas ce n'est pas d'avoir soi-disant une bonne gouvernance, comme ils disent, de s'assurer qu'il y a un bon père de famille, et que comme un bon père de famille, il ne faut pas faire trop de dettes, ma bonne dame, parce que vous savez, après c'est les enfants qui paieront, etc. Ça, c'est des histoires qu'on nous raconte. La vraie question qui est en Europe, c'est que la crise, qui est leur crise à eux, sur le dos de qui elle va se faire payer? Bon, c'est ça qui est la question. Et toute leur logique, c'est de faire en sorte que, en réalité, les taux de profit, le rétablissement des taux de profit qui sont à un niveau historiquement haut, il n'y a jamais eu dans l'histoire du capitalisme des exigences de taux de profit à 2 chiffres comme on a aujourd'hui, se fassent sur le dos des salariés. C'est ça la question de fond. Quand je dis sur le dos des salariés, c'est sur les salaires, mais c'est aussi sur la part, ce qu'on appelle la part socialisée des salaires. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, cotisation sociale, tout ce qui permet, tout ce qu'on met chacun d'entre nous dans un pot commun pour permettre qu'il y ait la sécurité sociale, les retraites, etc. Et puis c'est aussi, par exemple, sur la part socialisée des richesses qui passent à travers les impôts et qui permettent tout à chacun d'avoir des hôpitaux, d'avoir des routes, des chemins et tout ça. Tout ça s'est attaqué de plein fouet, parce que plus on va diminuer ça, plus les capitalistes estiment d'une part qu'ils vont pouvoir faire en sorte que le marché s'étende à peu près à tous les biens possibles et imaginables, y compris ceux que l'on estimait il y a encore peu de temps assujettis aux biens communs, et puis surtout parce que ce qui est le premier objectif, c'est le profit pour le profit, et sans aucun souci, mais ce n'est pas le souci des capitalistes, ce n'est même pas une question de morale, sans aucun souci, je dirais, d'une vision à moyen, à long terme, ou d'une vision, par exemple, tout simplement écologique sur la façon dont cette planète aujourd'hui vit le productivisme. Bon, toute cette question-là, elle est posée dans les traités successifs qui sont faits. C'est des traités qui, en réalité, ne visent qu'à imposer un autre souverain, c'est le marché, c'est la finance, c'est les spéculateurs, et avec les moyens institutionnels qui vont avec, qui sont toujours les mêmes moyens, c'est qu'il faut contourner la souveraineté des peuples, parce que la souveraineté des peuples est évidemment trop dangereuse. Pourquoi elle est trop dangereuse? Parce que quand les peuples sont appelés à voter en Europe, ou à qui on leur demande leur avis, vous pouvez remarquer à peu près depuis le début qu'en réalité ils refusent cette Europe-là. L'Irlande l'a refusée à 2 reprises. À chaque fois on les a fait revoter. Les Pays-Bas l'ont refusé au moment du référendum sur le TCE après la France. Évidemment, nous on l'a refusé en 2005 et on nous a réimposé le traité de Lisbonne. Bien. Alors le traité de Lisbonne, il reprenait grossièrement les recettes du traité du TCE, mais il manquait quelque chose qui était évidemment très important pour eux. Il donnait des objectifs chiffrés, mais il manquait la dimension, je dirais, permanente et contrainte. Vous savez que le TCE, ce qu'on lui reprochait le plus, c'était qu'il inscrivait dans le marbre la politique du libéralisme. C'était fini, c'est-à-dire on ne pouvait plus avoir de politique nationale, c'était quelque chose qui était imposé. Eh bien le TSCG, c'est ce qu'il fait. Alors, il fixe d'abord, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que j'ai compris que ce n'était pas ça le débat, mais enfin, pour aller vite, il fixe des objectifs qui, à côté de ça, font que les objectifs du traité de Lisbonne peuvent être considérés quasiment comme une relance de l'activité. Bon, c'est plus 3% de déficit maximum autorisé qui fait que M. Hollande nous annonce 30 milliards d'économies pour 2013. Ça sera plus parce qu'il le base sur un taux de croissance qui ne sera pas atteint, donc on peut penser que ça sera plutôt 45 milliards. Il le fixe sur 1,5%. Alors là, il y a plein de gens intelligents qui vous disent « Ah, mais vous confondez, le 1,5%, c'est le déficit structurel, non pas le déficit conjoncturel. » Enfin, qu'importe, c'est à peu près en réalité la même chose quand on les compare. Donc ça veut dire que si on atteignait 1,5%, il faudrait faire 50 milliards d'économies. 50 milliards. C'est le budget de l'éducation nationale. Deuxième point, il donne comme contrainte pas plus de 60% qui n'excède pas plus de 60% du PIB, à raison de moins 5% par an. 90 milliards à trouver. Bon, c'est ça qui donne comme objectif chiffré. Déjà, ça c'est un premier truc évidemment absolument grave, parce que inutile de dire que quand vous avez toute l'Europe qui rentre en récession, quand vous contractez à ce point-là l'économie, vous ne pouvez augmenter que la récession. Mais moi je crois que l'objectif premier de ce TSCG, c'est pas ces chiffres, parce que ces chiffres, ils n'arriveront même pas à les atteindre.
Hein, il y a à peu près la moitié des États européens qui sont à largement plus de 60%. Ce qui est important, c'est la méthode. Et la méthode, c'est qu'effectivement, il propose que dorénavant, la Commission européenne, pas le Parlement européen, la Commission européenne pourra juger des budgets avant qu'ils ne soient votés et après qu'ils aient été votés. Avant qu'ils ne soient votés, il faudra leur proposer les budgets. Ils auront le droit d'amender les budgets. Et après qu'ils aient été votés, s'ils estiment que, et c'est eux qui estimeront que ces budgets sont trop différents du déficit annoncé, on voit bien que c'est très subjectif, eh bien ils pourront décider, par exemple, de nous pénaliser au chiffre de 0,1% du PIB, soit 2 milliards. Et puis si ce n'est pas suffisant, tout État pourra en appeler à la Cour européenne de justice pour dire cet État, la France par exemple, ne respecte pas les règles, donc on demande qu'elle soit pénalisée. Bien. Donc on voit bien qu'à partir de là, la première des souverainetés, ça a été une des premières des souverainetés qui a été prise par la nation, celle du budget, ne sera plus en réalité sous l'autorité de nos représentants nationaux. Donc c'est une première chose, on voit bien qu'on revient, et Mme Merkel a une phrase parfaite, elle a dit, Mme Merkel dit, la règle d'or va être contraignante et s'appliquer de manière permanente. Les règles ne doivent en aucun cas pouvoir être changées par une nouvelle majorité parlementaire. Voilà, c'est clair, c'est écrit, c'est-à-dire vous pourrez voter ce que vous voulez, rien ne changera par rapport aux politiques économiques. Bon. Donc là-dessus, c'est le retour au traité constitutionnel européen. Au service, je l'ai dit tout à l'heure, d'une politique qui évidemment tourne le dos à tout partage des richesses, parce qu'au contraire, c'est une politique qui ne vise qu'une chose, c'est à entretenir le système tel qu'il est, et dont nous subissons tous aujourd'hui les dégâts. Donc ces deux questions, question de la souveraineté populaire, la question économique, sociale, etc., sont évidemment au cœur de la Première République, mais au cœur aussi de la façon dont se construit l'Union européenne. Or ça, aujourd'hui, c'est totalement en échec. On n'est pas par rapport à un système où on pourrait juste dire c'est un système où on combat parce qu'il est injuste. On aurait raison déjà de le faire. On est face à un système qui aujourd'hui nous entraîne à la catastrophe. C'est un système qui est en crise. La moitié des États, je l'ai dit, sont en récession. On nous parlait à un moment donné de la Grèce. On nous disait ah, mais la Grèce c'est simple, rendez-vous compte, ils ne payent pas leurs impôts, puis les Grecs, bon. Enfin maintenant il y a l'Italie, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a la Hollande. L'Irlande, etc. Je ne vais pas donner toute la liste, il y a la moitié des États européens. Et puis la France, on sait bien que quand on est à 0%, en réalité, on le voit tous sur notre portefeuille à la fin du mois, la récession, on est tous en train de la connaître. Donc ils sont en train de nous entraîner dans la récession. Bien. Et ça, je crois qu'on rentre en crise parce que ça a été un peu le projet, et c'est pas étonnant quelque part que François Hollande... après avoir promis qu'il renégocierait le traité, finalement finit par le signer tel quel, rentre en crise en fait l'idée que, à gauche, parce que quelque part que la droite veuille un système libéral, on peut dire qu'elle est dans son rôle, mais à gauche, l'idée que le nouveau paradigme, c'est la construction européenne. Et que, au nom de cette construction européenne, qu'importe le contenu, ce qui est important, c'est le contenant. C'est-à-dire qu'il faut toujours avancer. Et d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault est en train de nous le dire. Qu'est-ce que nous dit Jean-Marc Ayrault? Il nous dit on va signer ce traité, il ne nous plaît pas. C'est pas nous qui l'avons négocié. Il a raison, ils sont juste en train de donner raison à Sarkozy, qui est le père, la mère étant Mme Merkel, de ce traité. Et Jean-Marc Ayrault nous dit on va le renégocier, vous inquiétez pas, vous allez voir ce qu'on va voir. Enfin oui, le problème c'est que, excusez-moi, c'est depuis 83 qu'on voit ce qu'on va voir. En 83, il y a eu le refus de sortir du serpent monétaire européen, premier plan de rigueur, et depuis, malheureusement, tour à tour, de manière toujours plus aggravée, eh bien, on constate une chose, c'est qu'on n'arrive pas à la changer, cette Europe, pas par cette manière-là. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne construit tout sauf une Europe, enfin tout sauf l'Europe telle qu'on la pense nécessaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'échec de cette politique. La deuxième chose sur laquelle il faut tomber d'accord ensemble, c'est que, pas plus d'ailleurs, entre guillemets, que la France telle qu'elle est aujourd'hui, mais l'Union européenne, à mon sens, ça ne peut pas être une finalité. C'est un moyen. C'est un moyen pour, par exemple, permettre de remettre d'actualité une autre phrase d'un révolutionnaire de 1792-93, c'est Saint-Just. Le bonheur est une idée d'œuvre en Europe. L'Europe doit servir à ça. Elle doit servir à proposer du progrès humain. Bon. Et donc, à partir de là, il faut redéfinir un projet d'Union européenne qui soit un vrai progrès pour les peuples. Non pas, finalement, cet outil qui est au service de davantage de profits, de casse des services publics, etc. Moi, je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui. Et avec, devant nous, une situation absolument grave qui met en question la République. C'est qu'il y a deux possibilités. Enfin, il y en a trois, heureusement. On est la troisième. Mais il y a deux possibilités. Première possibilité, ils y arrivent. Ils cassent absolument tout le mouvement ouvrier. Ils arrivent à imposer une construction européenne
qui bâtit, je dirais, un capitalisme de plus en plus hard, qui contourne les souverainetés populaires, qui fait une régression sociale, ce que Jacques Généreux a appelé la grande régression, à une échelle historique. Bon, très franchement, je ne suis pas sûr que ça soit ça le plus probable. Parce qu'il y a une autre issue, c'est l'issue nationaliste. C'est qu'à partir du moment où vous imposez au peuple des choses de plus en plus insupportables, à partir du moment où vous mettez les peuples en concurrence les uns et les autres dans un grand marché libre et sans contrainte, mais qui a la particularité d'être sans harmonisation sociale et fiscale. Mais au bout d'un moment, les gens se disent « mais c'est plus possible, quoi. On ne va pas aller fermer mon entreprise pour aller la réouvrir. » Des fois, c'est du fantasme. Des fois, ils vont la réouvrir ailleurs. Mais dans un des pays d'Europe, parce que là, il y aura le même capitalisme va faire en sorte d'ouvrir l'entreprise dans un endroit où on va payer moins cher les gens. Donc, il est évident que là, il peut y avoir malheureusement l'issue Le Pen, pour aller vite. Une issue nationaliste, une issue fasciste, appelons-la comme on est. Et puis, comme ce qui nous menace, c'est la récession, la récession, c'est les années 30, et on voit bien ce que ça a donné. Donc, on est en bataille par rapport à ça. Autrement dit, par rapport à ceux qui nous disent « vous êtes des utopistes, qu'est-ce que vous nous proposez d'autre ?» Nous, on leur répond une chose, on leur répond « en réalité, c'est votre système qui est en crise. » Quand nous, on propose la désobéissance au niveau européen, on propose un espoir. Vous nous proposez le pire. Alors, il y a une autre issue. C'est un petit peu, je dirais, un autre parallèle qu'on peut faire avec, justement, 1792, je l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est qu'en 1792, et avec la Constitution de 93, vous savez, il y a cette superbe phrase, je vous l'ai résumée tout à l'heure, mais il faut toujours la citer parce qu'elle est magnifique, qui est « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque partie du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. » Un gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il devrait faire demain? C'est de dire, nous, évidemment, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, c'est pas ça dont il s'agit, mais on désobéit. Voilà, on a un mandat du peuple français, on arrive au Conseil des ministres et on désobéit. On ne veut plus déréguler nos services publics. Il est hors de question d'imposer une cure d'austérité pour obéir au pacte de stabilité à 3%, qui est un chiffre, on aurait pu dire 3 à 2,5, pourquoi pas, là c'est 3. Donc 35 milliards, 40 milliards d'économies, je l'ai dit tout à l'heure, avec la croissance actuelle. On refuse d'appliquer, enfin en gros d'appliquer tout ce pour lequel le peuple français nous a donné mandat. Alors là, on nous dit, bon, c'est la crise. J'ai répondu, je pense que la crise, elle est là déjà aujourd'hui. On nous dit, bon, vous risquez de mettre en péril l'euro. Bon, mais nous, on a une réponse à ça. C'est que ceux qui mettent en péril l'euro, c'est ceux qui estiment qu'on peut avoir aujourd'hui une monnaie unique sans harmonisation sociale et fiscale. C'est tout simplement impossible. Donc en réalité, on va poser les vraies questions. Et on a des solutions transitoires. Jean-Luc en a donné une pendant la campagne électorale. C'est par exemple que les banques qui aujourd'hui peuvent aller voir la BCE et se faire prêter à 1%, alors que les États ne peuvent pas, à la BCE pour après spéculer sur les États, eh bien on peut leur imposer un emprunt forcé. On peut dire aux banques, ben voilà, nous on va faire un plan de relance, vous avez un emprunt forcé à 1%. Et puis si vous voulez aller chercher, vous allez auprès de la BCE, parce que vous savez que les banques, entre décembre et janvier, se sont vues proposer par la Banque Centrale Européenne de 1000 milliards de possibilités d'emprunt à 1%, et elles ne l'ont pas utilisé. Elles ne l'ont pas utilisé. Bien. Alors que les États en ont besoin, ça soit dit en passant. Donc on pourrait faire un emprunt forcé, on peut même faire autre chose. Ce que propose Jacques Généreux, c'est à un moment donné, entre guillemets, nationaliser l'euro. Ce que Jacques dit, c'est qu'il n'y a rien dans les traités européens qui interdit la Banque de France de produire de l'euro. Voilà, il n'y a rien qui l'interdit. Alors, entendons-nous entre nous, ça c'est des solutions transitoires. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on déclenche inévitablement une crise en Europe. Mais moi ce que je pense, et c'est aussi le renvoi à un moment donné sur les marges de manœuvre que nous avons, c'est que la France, qui est la deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays le plus peuplé, la cinquième puissance économique au monde, il faut arrêter de penser qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Il faut arrêter cette espèce de petite musique qui nous dit on n'est rien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les temps ont tellement changé. On peut rien faire. Nous, on dit oui, on peut. Et on est à peu près certain que si, en tout cas on peut l'espérer, et de toute façon ça ne serait pas pire qu'aujourd'hui, si un gouvernement, au nom du mandat du peuple français, s'adresser à l'Europe sur ces bases, je pense qu'on serait rapidement plus seul en Europe par rapport à ça. Parce que vous croyez que les Espagnols, vous croyez que les Italiens, vous croyez que les Grecs, vous croyez que les Hollandais estimeraient qu'il est plus idiot de faire une politique de relance, qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'unanimité, y compris chez certains économistes qui ne sont pas des gauchistes, je pense à Stiglitz et des gens comme ça, vous croyez qu'ils trouveraient cette politique plus stupide que la politique de Mme Merkel et M. Sarkozy? Mais non. Donc l'objectif, aujourd'hui, il est là. Il est de dire qu'il y a d'autres solutions à partir du moment où la gauche
redevient fidèle à ses valeurs, qui sont celles de la souveraineté populaire, on ne construit pas l'Europe au-dessus des peuples, et qui sont celles justement d'une politique européenne qui tourne le dos à celle du tout profit et à celle du partage des richesses. Donc moi c'est un petit peu ce par quoi je voulais introduire aujourd'hui. Donc à la fois pour dire qu'on est dans une course de vitesse, je l'ai dit, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu la une du Monde hier, où une fois de plus ils affublent Madame Le Pen de faire une offensive laïque. Alors ils mettent laïque entre guillemets, enfin quand même ils le mettent. Bon, alors que si moi je suis journaliste au Monde, je fais au moins 2 lignes de commentaires pour dire que la laïcité de Madame Le Pen c'est juste une stigmatisation d'une seule religion. Elle en a ajouté une hier, hein, elle a mis la kippa avec. Au moins c'est signé Furax. Donc, voilà, je laisse pas passer laïque même entre guillemets. Ils nous ont déjà fait le coup pendant la campagne, mais c'est vrai, il faut pas se leurrer que par rapport à cette question, ils ont, je dirais, un temps d'avance qui leur est donné par les médias, par 40 ans d'histoire, donc c'est un vrai affrontement, c'est pas le premier qu'on a eu dans l'histoire. La deuxième chose, c'est que la gauche, pour renouer avec sa tradition, ne doit pas hésiter à désobéir et doit s'appuyer justement sur la souveraineté populaire, y compris dans un cadre national, parce que c'est ce qui peut permettre aussi de construire l'Union européenne à un moment donné, et qu'on ne construira pas l'Europe au-dessus des peuples. Et je dirais que ça nous appelle à une chose, c'est l'idée tout simplement que la République, c'est en aucun cas la souveraineté des marchés, la souveraineté des financiers, de l'oligarchie, de la BCE, c'est une seule chose, c'est la souveraineté du peuple. Et ça, eh bien, dommage que le député socialiste soit plus là maintenant, mais ça ne peut avoir qu'une chose, c'est non pas de nous dire attention, vous faites le jeu de la droite, mais ça ne peut nous conduire qu'à voter non par rapport au traité. Très bien, donc merci Éric pour cette introduction voilà, qu'il a voulu courte pour qu'il y ait le temps nécessaire au débat et au questionnement. La parole est à vous, n'hésitez pas à la prendre. Pendant que vous réfléchissez à votre question, je vous précise aussi que donc, je tiens aussi à saluer tous les partis politiques, parce que ce matin, je n'étais pas le cadre, ou toutes les associations qui participent à cette journée, les militants communistes, les militants de la phase, les militants de la gauche anticapitaliste qui ont un représentant, parce qu'ils ont une réunion nationale aujourd'hui auquel participe Jean-Luc Mélenchon, un militant de la gauche unitaire qui est ici aussi, et puis tous ceux, les militants socialistes, et j'allais oublier le parti de gauche, vous vous rendez compte, avec ses responsables départementaux, tous les deux, les co-secrétaires qui sont ici présents.